Si je vous demande de penser au génie du monde moderne, vous pensez à Steve Jobs, Jeff Bezos ou encore Elon Musk. Pourtant, et à seulement 24 ans, il y a un homme, bien moins connu, qui est aujourd'hui le bras droit de l'armée américaine. Cet homme, en chemise hawaïenne et en tongs, c'est Palmer Luckey. Avant de réinventer l'industrie de l'armement, à tout juste 16 ans, Palmer Luckey invente l'Oculus. Le premier casque de réalité virtuelle grand public est racheté par Facebook pour 2 milliards de dollars, quelques années plus tard. Comment un ado passionné de gadgets a-t-il pu devenir l'un des architectes de la guerre technologique moderne ? C'est l'histoire d'un génie et d'un grand gamin à la fois, vous allez le voir. Bienvenue, installez-vous. Aujourd'hui, on découvre l'incroyable histoire de Palmer Luckey. His name is Palmer Luckey. My name is Palmer Luckey and I'm the founder of Oculus. I'm an inventor and an entrepreneur. Palmer Luckey, c'est d'abord un ado discret de Long Beach, en Californie. Son père est employé d'une concession automobile, sa mère lui fait l'école à la maison, et lui, sur son temps libre, il passe des heures à démonter des appareils électroniques pour comprendre comment ils fonctionnent. À 12 ans, Palmer répare déjà des ordinateurs pour les voisins. Et à 15 ans, quand les ados de son âge font du vélo dans le quartier, lui, il préfère largement les câbles et les vis. Il construit un atelier chez ses parents où il collectionne plein de trucs liés à l'électronique. Palmer Luckey n'a rien du prodige traditionnel de la Silicon Valley. À l'école, il s'ennuie et il passe ni par Stanford, ni par Harvard, ni par le MIT. En 2010, Palmer s'inscrit à la California State University, une université publique à côté de chez ses parents, en journalisme. C'est un choix surprenant qu'il va justifier plus tard. Je voulais apprendre à écrire, à vulgariser mes expériences techniques et à mieux documenter mes prototypes. Palmer était, selon lui, suffisamment intelligent pour apprendre la technologie en solo. Pardon monsieur. En parallèle, il travaille comme technicien au Mixed Reality Lab, un petit laboratoire de recherche sur les interfaces immersives. Et c'est là que Palmer apprend à manier les gyroscopes, les écrans stéréoscopiques et les capteurs de mouvement, bien avant que tout ça ne soit grand public. Son obsession est de recréer la vision humaine, dans un casque. À seulement 16 ans, Palmer commence à acheter des lentilles grand angle, des écrans LCD, de smartphones et des morceaux de plastique pour assembler son premier prototype de casque de réalité virtuelle. C'est moche, c'est lourd, mais ça fonctionne et il le baptise PR1 pour Prototype Rift One. Entre 2009 et 2012, il en fabrique plus de 50 versions, testant à chaque fois un nouveau champ de vision, un autre type de capteur ou une meilleure gestion de la latence. Pour financer ses expériences, Palmer Luckey tond la pelouse dans son quartier et répare des iPhones. On est à l'opposé. Ça lui rapporte un peu plus de 35 000 $ au total. De quoi acheter tous les composants. Il anime un petit forum où il partage d'ailleurs ses découvertes. Et franchement, il y a un monde où il aurait pu devenir youtubeur. Et ça ne l'aurait quand même pas empêché d'avoir plus de 60% des gens qui regardent ses vidéos sans être abonnés. Alors que ça soit en podcast ou en vidéo, vous êtes à un clic, faites-le. Malgré son jeune âge, il a déjà la mentalité d'un ingénieur autodidacte. Bricoler d'abord, comprendre ensuite, et surtout, ne jamais attendre l'autorisation de personne pour expérimenter. Ce mélange de curiosité et de bricolage, c'est le socle sur lequel Palmer Luckey va construire sa carrière, et vous allez voir qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. One day I woke up and I realized that it's the right time. VR is finally going to take off and I have something here that I can't ignore. If I let this pass me by, I'm going to regret it for the rest of my life. And I said, that's it. I have to get out of school. I need to start this company and I need to get these things out there to the world. Sur les forums spécialisés, un pseudonyme revient souvent. Palmer Tech. Palmer Luckey partage ses essais de casque fait main sous les yeux ébahis de la communauté. Le forum MTBS 3D, Mean to be Seen 3D, rassemble à l'époque quelques dizaines de passionnés qui croient encore à la réalité virtuelle alors que l'industrie l'a déjà enterrée depuis les années 90. Les casques étaient lourds, peu précis, avec un champ de vision minuscule et en plus, l'expérience donnait des maux de tête et la nausée. Un jour, parmi les utilisateurs de ces forums, un nom apparaît. John Carmack, le légendaire programmateur des jeux vidéo Doom et Quake. John contacte Palmer pour tester un prototype de son casque de réalité virtuelle avant de l'intégrer à une démo de Doom 3 BFG Edition. John décide de le présenter au grand public en 2012 au salon de l'E3. À l'époque, c'est le plus gros salon de jeux vidéo au monde. J'ai eu la chance d'y aller une fois, c'était dingue. En quelques minutes, la presse spécialisée découvre ce casque artisanal, capable d'offrir un champ de vision large et une latence étonnamment faible. Pour la première fois, la réalité virtuelle ne donne pas la nausée. Pour la première fois,
elle donne envie d'y croire. C'est comme ça, et après ce premier succès, que Palmer Luckey décide de lancer un Kickstarter pour financer une version développeur de son propre casque, une version dédiée aux ingénieurs qu'il baptise Oculus Rift. La campagne démarre le 1er août 2012, avec un objectif initial de 250 000 $. 250 000 $ qui se transforment en un peu plus de 2,4 millions de dollars, récoltés en moins de 30 jours, avec plus de 9500 contributeurs. Dans le monde de la tech, c'est un séisme. À seulement 19 ans, Palmer Luckey devient la figure d'une génération de bricoleurs, capables de rivaliser avec les géants grâce au crowdfunding, la force de la communauté contre les fonds d'investissement. Et ce succès, justement, attire rapidement l'attention d'investisseurs. Et pas n'importe lesquels, les plus grosses pointures de la Silicon Valley. Parmi eux, Marc Andreessen, Chris Dixon et surtout Peter Thiel de PayPal, qui croient tous voir dans Oculus une plateforme capable de transformer non seulement le jeu vidéo, mais aussi la communication tout entière. Imaginez, visiter une villa comme si vous y étiez, assister au Super Bowl sans payer, ou encore prendre la place d'un pilote de Formule 1 sans bouger de votre canapé. En quelques mois, Palmer Luckey crée une vraie entreprise dans la ville d'Irvine, en Californie, et il s'entoure d'ingénieurs expérimentés qui sont à la fois des universitaires et des cracks du monde du jeu vidéo. En 2013, la première version du DevKit 1 est expédiée aux développeurs. C'est un boîtier noir, au design toujours dégueulasse, mais peu importe, fonctionnel. Dans leur coin, les gens commencent à concevoir des expériences en VR, ce qui donne naissance à une communauté active autour de l'Oculus. Le projet n'est plus une simple expérimentation dans un garage, c'est une vraie plateforme, avec un écosystème complet qui se développe. En 2013, Netflix arrivait tout juste en Europe, et le Samsung Galaxy S4 venait de sortir. À ce moment-là, beaucoup voient en Palmer Luckey un génie dans le monde de la tech. Parmi eux, il y a un mec qui peut tout changer, qui n'a aucune limite, qui est très puissant, et qui peut propulser Palmer Luckey et son invention Oculus dans une toute autre galaxie. Ce mec, Mark Zuckerberg. The interesting thing was when Facebook came in, and a few things happened. First, I think Mark was truly convinced that VR was the future. He saw what we were doing, and he said, oh my God, this is the future of computing. This is the future of gaming. I truly believe in your vision. I want you to be a part of Facebook. Qui est-ce qui fait un gros chèque en mars 2014 et qui ne passe pas inaperçu ? Facebook. Facebook annonce officiellement le rachat d'Oculus pour environ 2 milliards de dollars. 400 millions en cash, t'es tranquille. Et 1,6 milliard en actions Facebook. Connaissant la suite de l'action Facebook, t'es tranquille aussi. En seulement quelques années, Palmer Luckey est passé du statut du petit inventeur dans son coin à celui de milliardaire, propulsé au sommet de la Silicon Valley. Pour Mark Zuckerberg, cette acquisition n'est pas juste un caprice parce qu'il pense que la technologie a du potentiel. Mark Zuckerberg est profondément convaincu que la réalité virtuelle représente la prochaine grande révolution après le smartphone. We're here to make virtual reality the next major computing platform. Facebook veut devenir le nouvel acteur principal de ce futur immersif où les gens ne se connecteraient plus à travers un fil d'actualité, mais à travers un monde virtuel. Oculus deviendrait la fondation de ce nouveau modèle. De son côté, malgré un compte en banque plein à ras-bord, Palmer Luckey reste fidèle à son image. Tongs, short, aucun effort vestimentaire et un franc-parler de geek. Il n'a pas le profil du cadre de Facebook, c'est même tout l'inverse. Mark Zuckerberg l'apprécie pour son audace et son instinct d'ingénieur. Pendant un temps, il incarne cette énergie que Facebook veut montrer, celle d'une entreprise capable d'absorber les jeunes talents et de leur donner les moyens de leurs ambitions. Cette énergie, elle va pas durer très longtemps. Au sein d'Oculus, la transition vers le monde corporate est brutale. Les ingénieurs qui travaillaient dans une ambiance de start-up très libre découvrent un environnement plus hiérarchisé, rythmé par des revues de projet, des objectifs trimestriels, des réunions, ce qu'on adore quoi. Palmer Luckey déteste ça. Il est pas fait pour passer son temps à faire de la politique interne, ni pour de la diplomatie de grandes boîtes. Malgré les moyens colossaux mis à disposition, les tensions montent entre la vision de Facebook et la sienne. L'un veut transformer Oculus en produit de masse connecté à Facebook, l'autre rêve encore d'un outil d'immersion totale qui s'affranchit des objectifs de Mark Zuckerberg. À mesure que ses équipes prennent le relais sur le développement d'Oculus, Palmer Luckey se sent dépossédé de sa propre invention. Au sein de Facebook, plusieurs ingénieurs racontent qu'il perd peu à peu de l'influence sur les décisions stratégiques. L'Oculus Rift sort officiellement en 2016, mais ce n'est déjà plus son produit. Résumer les désaccords entre Palmer Luckey et Facebook, c'est aussi cacher une partie de la vérité. Ce qui pose problème, c'est quand même l'image de Palmer aux yeux du grand public. Il est charismatique, difficile à canaliser
et parfois même imprévisible. Dans une entreprise aussi soucieuse de son image que Facebook, particulièrement après le scandale Cambridge Analytica de 2010, c'est le sujet d'une autre vidéo, ça finit par poser problème. En coulisses, certains cadres jugent que Palmer ne colle pas avec la culture du groupe. Moins de 2 ans plus tard, Palmer Luckey est poussé vers la sortie, mais la raison de son départ est bien pire. Et vous allez voir que c'est là que toute son histoire bascule. The Oculus Rift is a high-performance, low-cost virtual reality headset designed for gaming. It makes you feel like you're inside of the game. You can think of it as a pair of ski goggles, except that instead of seeing the real world through the ski goggles, you see the inside of a computer game. Oculus arrive tout juste en 2016 dans les rayons des magasins. Et pour fêter ça, Palmer Luckey se retrouve au cœur d'un scandale politique inattendu. Une enquête du média en ligne Daily Beast, publiée en septembre 2016, révèle que Palmer a financé à titre personnel Nimble America, une organisation qui se présente comme un collectif anti-Hillary Clinton et pro-Trump, spécialisé dans la diffusion de mèmes et de contenus politiques en ligne. I gave money to a group that was against Hillary Clinton and then everyone hated me. It was for Donald Trump. And that as well, yes. En gros, Palmer payait des trolls pour tenter de faire élire Donald Trump à grands coups de poste sur les réseaux sociaux. Les élections présidentielles américaines étaient déjà sous très haute tension. Et cette histoire fait l'effet d'une bombe. Palmer Luckey est devenu une figure publique, associée à Facebook. Là, il est accusé de soutenir une campagne de désinformation. Ce qui, vous le comprendrez, ne plaît pas trop à son employeur. Palmer poste un communiqué sur sa page où il explique qu'il a simplement donné $10 000 à un groupe qui semblait avoir du talent pour toucher des jeunes électeurs, sans vraiment mesurer les conséquences. Dans une entreprise comme Facebook, qui est à ce moment-là scrutée pour son rôle dans la diffusion de fausses infos depuis le scandale de 2010, cette défense ne suffit pas. Chez Facebook, la direction veut éviter la polémique. Palmer Luckey est mis en retrait et petit à petit poussé gentiment vers la sortie. Printemps 2017, discrètement, Facebook annonce son départ. Officiellement, il s'agit d'une séparation à l'amiable, même si beaucoup comprennent officieusement que son soutien pro-Trump y est pour beaucoup. Quelques mois plus tard, le Wall Street Journal révélera que Palmer Luckey aurait quitté Facebook après avoir refusé de soutenir publiquement le candidat libertarien qui se présentait. À 24 ans, l'enfant prodige de la VR est dehors. Il est grillé médiatiquement et sans emploi. La bonne nouvelle, c'est qu'il est pété de thunes. Toujours selon le Wall Street Journal, en contestant sa mise à pied de Facebook, il a pris au passage $100 millions d'indemnité en plus. Voilà, comme ça, c'est cadeau. Et c'est à ce moment précis que son histoire prend une tournure radicalement différente. Parce que là où d'autres auraient choisi de disparaître, Palmer Luckey décide de se réinventer. Non pas dans un secteur plus conventionnel, au contraire. Palmer Luckey va s'attaquer à l'un des domaines les plus verrouillés et complexes au monde, l'armement. Video game company ZeniMax Media claims its early innovations in virtual reality were unlawfully copied when a company owned by the social media giant built its own headset. On pourrait croire qu'une fois sorti de Facebook, Palmer Luckey allait vivre tranquille. Pourtant, une autre bataille juridique se joue en coulisses. Depuis 2014, ZeniMax Media, la maison mère d'ID Software, qui développe entre autres Doom et Quake, poursuit Oculus en justice. L'éditeur affirme que des éléments technologiques utilisés dans le casque Rift proviendraient de recherches menées chez eux. John Carmack, qui avait contacté Palmer sur son forum à cette époque, travaillait encore pour ZeniMax avant de rejoindre Oculus. Le procès s'ouvre début 2017. Il est explosif. ZeniMax réclame $4 milliards de dommages et intérêts, accusant Oculus et Facebook d'avoir volé du code et des secrets industriels. Palmer Luckey, lui, est directement cité dans l'affaire. Il est interrogé sur les origines exactes de ses prototypes et sur la documentation qu'il aurait partagée avec John Carmack. Après plusieurs semaines d'audience, le verdict tombe. Le jury reconnaît bien qu'Oculus a utilisé des informations appartenant à ZeniMax. Oculus est condamné à verser $500 millions. Facebook fera appel et l'affaire se réglera plus tard par un accord confidentiel. Mais le mal est fait. L'image Oculus est fragilisée, et même s'il ne fait plus partie des équipes Facebook, Palmer Luckey est un boulet encore plus gros au pied de Zuckerberg. Palmer réalise à ses dépens que dans la Silicon Valley, la liberté d'inventer n'existe plus vraiment. Chaque idée passe désormais par des juristes, des avocats, des consultants. Ce monde qu'il adorait, ce symbole de liberté, a glissé peu à peu vers une industrie bien cadrée. C'est peut-être ce qui l'a poussé vers l'armement, loin des regards, loin du bruit, loin des récits trop commentés, avec, en coulisses, un plan d'action déjà parfaitement dessiné.
Pour acheter des armes, depuis des années, les États-Unis dépendent de géants historiques comme Lockheed Martin ou Northrop Grumman, des mastodontes qui produisent des systèmes d'armes redoutables, dont les processus de développement sont lents et ultra coûteux pour les Américains. Chaque contrat se négocie sur des décennies. Dans un monde où la technologie évolue plus vite que les cycles militaires, c'est un problème stratégique. Palmer Luckey y voit une opportunité. Au même titre que SpaceX, venu décrocher des contrats historiques avec la NASA, Palmer est convaincu que la défense manque d'une chose que la Silicon Valley maîtrise mieux que personne. Prototyper, tester, aller vite, quitte à tout casser pour mieux avancer. Palmer veut faire pour la guerre ce qu'il a fait pour la VR, la rendre accessible. Cette phrase est terrifiante. Une chose est sûre, Palmer ne veut plus travailler tout seul dans sa chambre. Il veut s'entourer d'ingénieurs, capables de comprendre à la fois la logique produit et la réalité du terrain. C'est là qu'intervient un réseau décisif. Plusieurs anciens cadres de Palantir, dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, dont Trey Stephens, un ex-conseiller du Pentagone et proche de Peter Thiel, vont rejoindre son projet. Ils partagent la même conviction. L'innovation militaire ne viendra plus des grandes institutions, mais des entrepreneurs en mission. Alors en 2017, ils fondent Anduril Industries, du nom de l'épée reforgée d'Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Remettre en service des outils que le royaume avait laissé tomber et reprendre eux-mêmes la responsabilité de le protéger. Your Tesla has better AI than any US aircraft. Your Roomba has better autonomy than most of the Pentagon's weapon systems. And your Snapchat filters, they rely on better computer vision than our most advanced military sensors. Now, I knew that if both the smartest minds in technology and the biggest players in defense both deprioritized innovation, the United States would forever lose its ability to protect our way of life. And with so few willing to solve that problem, I decided that I would try my best. So I founded a company called Anduril. Anduril Industries arrive comme un défi lancé aux acteurs historiques, avec une stratégie qui réécrit complètement les règles du jeu. Au lieu d'attendre l'ouverture de marchés publics hyper cadrés pour répondre à des appels d'offres interminables, Anduril Industries prend le problème à l'envers. Ils conçoivent directement des démonstrateurs prêts à l'emploi, des systèmes concrets, si avancés que l'armée finit par se dire « Bon, on n'avait jamais pensé à ce truc-là, mais maintenant que ça existe, on en a besoin !» Les prototypes sont variés. Des tours de surveillance autonomes, des véhicules aériens, marins, qui sont tous présentés en situation concrète. L'idée est de montrer que ça marche déjà aujourd'hui, pas dans 5 ou 10 ans, une fois que l'appel d'offres aura été remporté. Ce modèle court-circuite complètement les cycles classiques et crée une pression politique. Quand les outils prouvent leur utilité sur un terrain sensible, le gouvernement doit l'adopter vite, au risque de le voir dans les mains de l'ennemi. L'une des premières démonstrations d'Anduril Industries se déroule en 2018, au Texas, dans le sud des États-Unis, au niveau de la frontière avec le Mexique. This station has about 113 miles of river border to take care of, 111 of the 517 that the Big Bend sector has. Anduril Industries fait un test grandeur nature de sa Sentry Tower, une tour de surveillance automatisée, dopée à l'IA pour aider la police aux frontières à intercepter les personnes qui essaient de venir illégalement sur le territoire américain. La tour est si puissante qu'elle peut repérer un être humain à près de 3 km. Le succès est immédiat. Les financements affluent, les process s'industrialisent et l'entreprise change d'échelle à une vitesse sidérante. En quelques mois, Anduril Industries n'a plus rien d'une start-up. L'entreprise devient un fournisseur opérationnel engagé sur des missions bien réelles. Et pourtant, ce n'était que l'échauffement. The first thing we built at Anduril is Lattice, a software operating system that enables small number of people to command larger numbers of robotic systems for national security missions. Palantir. Je vous ai raconté l'histoire de cette entreprise très opaque, presque secrète, avec un logiciel central de prise de décision, Gotham. Chez Anduril Industries, on retrouve à peu près la même chose avec leur propre solution qui a comme petit nom, très mignon, Lattice. Imaginez en pleine guerre sur un champ de bataille, un outil capable de classer les objets par catégorie pour coordonner les réponses appropriées. Lattice, c'est l'idée simple et dangereuse d'Anduril Industries. Plutôt que de vendre un produit isolé, comme une tour de surveillance ou un drone, Anduril Industries vend une plateforme
capable de fusionner différents types de données pour obtenir une vision hyper précise de la situation ou du conflit. Lattice, c'est le cerveau du système Anduril Industries. Son rôle, capter, trier, décider. Il commence par détecter tout ce qui bouge. Un véhicule, un drone, un bateau, un être humain. Lattice classe les données et détermine ce qui mérite une alerte. Il peut ensuite déclencher une action, prévenir un opérateur, envoyer un drone ou demander l'intervention d'une patrouille. Comparé au système classique, Lattice ne se contente pas d'afficher des informations, il comprend le contexte et agit en conséquence. C'est un centre de commandement automatisé, capable de gérer seul des milliers de capteurs en simultané. Lattice n'est pas un système fermé. On peut y connecter des radars, des caméras ou même des équipements déjà utilisés par l'armée. On comprend l'existant, on le connecte à Lattice et ils se chargent de dialoguer ensemble. Résultat, en quelques heures, t'as une vision claire d'un territoire tout entier sans passer par des mois de recherche et laisser des équipes s'épuiser. D'un point de vue business, ça change tout. Anduril Industries ne vend plus seulement du matériel de guerre, mais une solution intégrée qui accélère la prise de décision des commandants. Tu paies un système complet, mis à jour en continu, capable d'éclairer une situation avant même qu'elle ne dégénère. C'est ce modèle tout en un, prêt à opérer, qui devient la clé d'un secteur resté verrouillé pendant des décennies. Le plus inquiétant, leur vitesse de déploiement. En 2019, Anduril Industries compte un peu moins de 100 employés. Mi-2025, plus de 5000. Répartis entre la Californie, Washington DC et l'Ohio, chaque année, de nouveaux produits viennent s'ajouter à leur gamme, toujours intégrés autour du même logiciel, Lattice. En 2020, ils décrochent un contrat majeur avec l'US Air Force pour moderniser le réseau de commandement américain. L'année suivante, un autre contrat stratégique, signé cette fois avec le commandement des opérations spéciales pour fournir des systèmes de détection et de neutralisation de drones. Deux programmes qui positionnent Anduril Industries comme un fournisseur de confiance du Pentagone. Évidemment, du côté des investisseurs, du cash plein les mains. En 2025, Anduril Industries boucle une levée record de 2,5 milliards de dollars, ce qui valorise l'entreprise aujourd'hui à plus de 30 milliards en 2025. À ce niveau-là, elle dépasse déjà certains groupes du secteur aéronautique américain. C'est presque autant, pour vous donner un référentiel, que le groupe Kering, dont j'ai interviewé le patron actuel, Luca Di Meo, dans une autre vidéo. Palmer Luckey ne veut pas seulement concevoir, il veut produire, et il a annoncé la construction d'un immense site industriel baptisé Arsenal One, dans l'Ohio, une usine dédiée à la fabrication des équipements de guerre avec plusieurs milliers d'emplois à la clé. Anduril Industries veut livrer, en masse. Malgré l'histoire folle, ce n'est pas parce que l'entreprise de Palmer a pris de l'ampleur qu'il s'est assagi. Au contraire, c'est même comme si le succès lui avait donné encore plus d'énergie et encore plus de marge pour faire des conneries. Au fond, il n'a pas changé. Toujours ce même obsédé de machine, plus à l'aise dans un hangar que dans une salle de réunion, sauf qu'aujourd'hui, il a les moyens de pousser chacune de ses idées jusqu'au bout. Et ce qu'il s'apprête à faire maintenant, personne ne l'a vu venir. Quand on imagine le fondateur d'une entreprise de défense valorisée à plusieurs dizaines de milliards, on pense à un type en costume, entouré de conseillers, avec un discours bien rodé. Palmer Luckey, c'est tout l'inverse. Il vit en Californie avec une collection de chemises hawaïennes plus large qu'une voile de bateau. Il roule très souvent dans des véhicules militaires restaurés qu'il garde chez lui. Il collectionne des armes historiques, des pièces d'avion et même 2 sous-marins. Voilà. Un de ses passe-temps préférés consiste à retaper du matériel de l'armée américaine qu'il achète sur Internet, parfois par simple plaisir de le démonter. Il s'amuse aussi à piloter ses propres hélicoptères, comme un Sikorsky Black Hawk, qui est très discret, vraiment très discret. Et ça, c'est une photo de son navire de guerre. Voilà, il l'amarre devant chez lui, comme toi quand tu gardes ton Renault Scénic devant le portail. Ce rapport presque enfantin à la technologie est resté intact. Ce n'est pas un dirigeant obsédé par les chiffres, mais un bricoleur devenu richissime qui a gardé le même enthousiasme. Depuis tout petit, Palmer est passionné par les consoles. En 2009, il crée un forum dédié au rétro gaming, puis décide d'aller toujours plus loin. Un génie, un peu fou. Palmer Luckey lance officiellement Mode Rétro. En 2023, c'est une autre société qui a pour objectif cette fois de faire renaître des gadgets cultes, restaurés avec des composants de qualité pour en faire des objets premium. Son premier produit, la Chromatic, une console portable inspirée de la Game Boy, pensée avec des matériaux modernes, un écran haute définition et une compatibilité totale avec les cartouches de l'époque. C'est un hommage à ce qu'il aimait avant la VR et la défense. Imaginez des trucs improbables, un peu nostalgiques, et comme souvent avec lui,
ça finit par prendre vie. La console est un énorme succès. Et elle est dispo sur son site internet pour environ 250 € en fonction des options. C'est un grand gamin, je vous le dis. Et le plus surprenant, c'est que Palmer Luckey, en parallèle de toutes ces folies, travaille avec Peter Thiel, son mentor et investisseur historique, sur un projet encore plus ambitieux. Eurebor. L'idée ? Créer une banque. Pensée pour les entreprises technologiques, la crypto, l'IA et la défense, des secteurs que la plupart des institutions bancaires considèrent comme trop risqués. Elles fuient. Eurebor est une alternative pour les marginaux de la Silicon Valley, créée par les marginaux les plus riches de la Silicon Valley. Ah, et Eurebor, c'est le nom de la montagne où sont cachés les trésors dans Le Seigneur des Anneaux. Palantir, Anduril, Eurebor. Il y a une thématique commune. La banque n'a pas encore eu toutes les autorisations nécessaires pour se lancer officiellement. En novembre 2025, ça fait partie de leur gros projet en cours. Tout simplement, révolutionner le secteur financier. L'autre facette du personnage, Palmer Luckey, c'est un pied dans la bidouille et l'autre dans la politique. Palmer continue de financer des causes conservatrices, défend une vision claire. Selon lui, la technologie doit rester du côté de la puissance américaine, quitte à franchir certaines lignes morales. Ce mélange d'excentricité et de conviction fait de lui une figure à part. D'un côté, c'est un inventeur brillant, de l'autre, un industriel de la défense aux positions tranchées, souvent critiqué pour ses liens avec la droite et pour la nature même de ce qu'il fabrique, des outils de guerre autonomes. Dans un monde qui nous répète de suivre les règles, Palmer Luckey nous rappelle peut-être une vérité plus profonde. La seule règle qui compte vraiment pour innover, c'est d'accepter de s'en affranchir.